passe à la communication suivante. Aïten Naja, qui va nous parler de la lumière, ça s'appelle full dans le titre. Tu vas nous expliquer. Bonjour à tous, merci à l'Académie de chirurgie de me donner cette possibilité pour vous présenter mon travail de recherche sur l'évaluation de l'intérêt de la chromo-endoscopie virtuelle dans la sélection précoce des lésions de carcinose péritonéale. Alors ce travail a été mené au sein de l'unité INSEE en 1965 de l'hôpital Lariboisière à Paris, sous la direction du professeur Marc Coquard. Dans le nom du laboratoire, en fait, il y a une petite erreur sur le programme. Le nom du laboratoire en face de mon nom, c'est pas le nom du travail. Alors, la chromo-endoscopie virtuelle est une nouvelle technologie d'imagerie endoscopique, récemment développée pour les endoscopistes digestifs, et dont le but est d'améliorer la visualisation du réseau vasculaire et des détails de la surface muqueuse. Son principe repose sur l'exploitation des propriétés physiques et optiques de certaines bandes spécifiques du spectre de la lumière visible. Alors, je rappelle ici que ce qu'on appelle lumière visible ou lumière blanche correspond aux ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde va de 400 à 700 nanomètres. Cette technologie permet une coloration virtuelle, instantanée, à la demande et réversible, sans avoir recours à l'injection de colorant. Alors, différents systèmes sont disponibles dans le marché, dont le système FAIS utilisé dans cette étude. Alors, comment ça marche? Donc, une source lumineuse en xénon, donc qui va délivrer une lumière blanche, va éclairer les tissus. La lumière réfléchie sera par la suite captée par un capteur CCD et puis traitée par un vidéoprocesseur qui va aboutir à la formation d'images spectrales qui vont couvrir tout le spectre de la lumière blanche, donc de 400 à 700 nanomètres. Donc 3 de ces images spectrales seront ensuite attribuées au canaux d'entrée rouge, vert et bleu du moniteur afin de créer une image virtuelle en temps réel. Alors 10 canaux sont prédéfinis sur la machine avec des longueurs d'onde différentes pour le rouge, le vert et le bleu. Donc, afin d'étudier l'intérêt éventuel du FAIS dans la carcinose péritonéale, dont le diagnostic précoce reste difficile avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, 2 études ont été menées en parallèle, une étude de faisabilité clinique et une étude d'expérimentation animale. Alors, pour notre étude clinique, nous avons analysé 561 images correspondant à 51 photos de péritoine normal et pathologique, péritoine de carcinose. Donc, les photos de péritoine de carcinose étaient prises chez des patients opérés dans le service par célioscopie diagnostique pour le staging de la carcinose péritonéale. Alors, cette intervention qui est réalisée par monotrocar, donc une endoscopie péritonéale souple couplée à une colonne FAIS est réalisée et des photos du péritoine de carcinose sont prises. Les photos du péritoine normal étaient prises chez des patients opérés pour lithiase vésiculaire symptomatique. On profitait de la célioscopie pour faire une endoscopie péritonéale et puis de prendre des photos de péritoine normal. Ces images étaient évaluées par 3 groupes d'évaluateurs, 5 chirurgiens seniors, 5 internes et 5 externes. Vous voyez ici un exemple de photo de carcinose péritonéale avec une image en lumière blanche et 10 images correspondant aux différents canaux du FAIS. Un total de 286 images de péritoine de carcinose a ainsi été enregistré. Pour étudier le péritoine de carcinose, le péritoine normal, nous avons étudié 5 régions: la coupole diaphragmatique droite, la coupole diaphragmatique gauche, le pédicule hépatique, le récessus entre la veine mésentérique inférieure et l'angle de Krebs et le cul-de-sac de Douglas. Donc, du fait de la circulation des fluides intrapéritonéaux, ces régions sont des zones de prédilection pour le développement de la carcinose, raison pour laquelle nous les avons étudiées de façon spécifique. Donc, pour chacune de ces régions, à chaque fois une image en lumière blanche et 10 images correspondant aux canaux du FAIS étaient enregistrées, ce qui nous a permis d'avoir un total de 275 images de péritoine normal. Alors, pour évaluer toutes ces images, nous avons réalisé dans un premier temps un premier questionnaire au cours duquel nous avons demandé aux évaluateurs d'attribuer une note allant de 0 à 10. 10 pour excellent, 0 pour nul. À toutes ces images, aucune question précise n'a été posée et la note attribuée par les évaluateurs ne dépendait que de leur impression globale et de leur ressenti par rapport à la qualité des images.
Voici les résultats de ce premier questionnaire. Donc l'ANOVA était très significative, et le test de Tukey a montré que cette significativité était due d'une part à la lumière blanche, qui était statistiquement supérieure à tous les autres canaux du FAIS, et d'autre part aux canaux 2, 6 et 9 du FAIS, qui étaient équivalents entre eux, mais statistiquement supérieurs aux autres canaux. À partir de ce premier questionnaire, nous en avons réalisé un deuxième, plus précis cette fois, où pour chacune de ces 51 zones photographiées, nous avons présenté aux évaluateurs 4 images. Une image en lumière blanche et 3 images correspondant aux 3 meilleurs canaux du FAIS, et nous leur avons demandé de les classer en fonction de différents paramètres. Le contraste, la luminosité, l'architecture vasculaire, la différenciation d'organes et la détection des nodules de carcinose. Alors la lumière blanche était considérée la meilleure pour la luminosité. Le canal 2 du FAIS était le canal qui donnait le meilleur contraste, la meilleure architecture vasculaire, ainsi que la meilleure détection des nodules de carcinose péritonéale. Ces résultats étaient très significatifs, ils étaient équivalents entre les différents groupes d'évaluateurs. Le canal 2 du FAIS paraît donc comme le canal le plus adapté à l'exploration de la cavité péritonéale et à la détection des nodules de carcinose péritonéale. Ces résultats viennent d'être publiés dans Surgical Endoscopy. Alors pour notre étude animale, nous avons réalisé un modèle murin de carcinose péritonéale. Ce modèle a été obtenu par l'injection intrapéritonéale de cellules tumorales CT26 à des souris immunocompétentes valveucées. Alors la lignée tumorale CT26, c'est une lignée de cancer colique murin. 6 groupes de 3 souris étaient constitués. Ces souris étaient opérées puis sacrifiées à des dates différentes. Le même matériel que chez l'homme a été utilisé, à savoir un endoscope souple couplé à la colonne FAIS. Alors, l'endoscope avait un diamètre de 12 mm. Il était bien évidemment impossible de réaliser des endoscopies par monotrocar comme on fait chez l'homme. Il a fallu donc inventer un système artisanal pour mimer un peu l'environnement de célioscopie. Donc j'ai pris cette boîte en carton que j'ai recouvert par un tissu noir radio-opaque afin que la lumière extérieure ne vienne pas interférer avec la lumière de l'endoscope, ce qui aurait pu fausser les résultats. 2 orifices étaient par la suite réalisés, un pour le respirateur et un pour placer un système monotrocar. Et chez une souris anesthésiée, une laparotomie médiane et xiphopubienne était réalisée. La souris était placée à l'intérieur de la boîte et une endoscopie péritonéale était réalisée par ce monotrocar. Alors, comme chez l'homme, une exploration de la cavité péritonéale était réalisée cadran par cadran à la recherche des nodules de carcinose péritonéale. Dès qu'un nodule de carcinose péritonéale était retrouvé, il était pris en photo et on obtenait à chaque fois une image en lumière blanche et puis 10 images correspondant aux 10 canaux du FAIS. Alors toutes ces images étaient par la suite analysées grâce au logiciel Imagy qui nous permettait de scinder l'image en couleur RGB en ces 3 composantes élémentaires, rouge, verte et bleue. Bien évidemment, en fonction du canal FAIS étudié, chacune de ces régions spectrales élémentaires correspondait à une longueur d'onde bien précise. 2805 images ont ainsi été analysées. Pour chacune de ces images, la valeur numérique du nodule ainsi que la valeur numérique du péritoine avoisinant a été déterminée et le contraste calculé. Alors, notre modèle de carcinose péritonéale était efficace et la carcinose naissait dans toutes les souris avec des tailles des nodules et un IPC croissant en fonction du jour de l'intervention. Vous voyez ici en bas des images de nodules de carcinose péritonéale sur l'intestin grêle à des jours variables d'intervention. La carcinose s'est développée dans pratiquement tous les cadrans de l'abdomen et aucune région n'était indemne. Voici le résultat majeur de cette étude. Donc ce schéma montre le contraste obtenu en fonction des différentes longueurs d'onde. L'ANOVA était très significative et nous avons pu déterminer la longueur d'onde de la lumière monochromatique qui donnait le meilleur contraste entre le nodule de carcinose et le péritoine avoisinant. Vous voyez ici un exemple de nodule de carcinose avec des lumières monochromatiques à 460 nanomètres et à 580. Et on voit clairement que le nodule est mieux visible sur l'image du haut. Enfin,
nous avons déterminé pour chaque canal d'entrée du moniteur la longueur d'onde qui permettait le meilleur contraste entre le nodule de carcinose et le péritoine avoisinant. Et nous avons ainsi pu déterminer pour le rouge, le vert et le bleu les longueurs d'onde d'intérêt permettant de constituer un nouveau canal spécifique de la détection de la carcinose péritonéale. En conclusion, actuellement sur des réglages machines, le canal du Feist le plus adapté à l'exploration de la cavité péritonéale et à la détection des nodules de carcinose est le canal numéro 2. Une lumière monochromatique à 460 nanomètres donne le meilleur contraste entre les nodules de carcinose et le péritoine adjacent. Et puis un nouveau canal formé par les 3 images spectrales à 450, 460 et 500 nanomètres permet une meilleure détection de la carcinose. Ces résultats ont été brevetés via INSERM Transfer et un nouveau papier a été accepté pour publication dans Surgical Endoscopy. Je vous remercie. Pour ton travail extrêmement complet sur les caractéristiques pertinentes de l'exploration de la carcinose. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. Je travaille depuis longtemps sur l'utilisation de la lumière en chirurgie, en particulier dans le cancer du foie, et je suis très sensible à ce type de travaux de travail qui montrent qu'il faut essayer de voir faire de la réalité augmentée, parce que c'est ce que tu essayes de faire. Donc moi je travaille avec la caméra Bernardo Ciani pour essayer de voir des choses sur le foie, et je suis embêté par quelque chose qui est les faux positifs. Donc toi, tu n'as pas de faux positifs dans ce que tu cherches. Il n'y a pas de faux positifs. Oui, il n'y a pas de faux positifs. Je ne l'ai pas dit, mais tous les nodules de carcinose étaient étudiés en anaplate et on a la certitude histologique que c'est des nodules de carcinose. D'accord. Alors l'autre question, c'est est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des carcinoses qui ne réagissent pas aux mêmes longueurs d'onde? Est-ce que tu penses que des lumières différentes pourraient être utilisées en fonction du type de carcinose? Je pense que pour une carcinose, les nodules de carcinose, je pense qu'ils réagissent de la même manière. Le problème, c'est la région anatomique sur lesquelles les régions anatomiques sont différentes en fait. Ouais. Parce que le contraste, il va dépendre du nodule de carcinose et sur l'endroit sur lequel il se pose. Donc autant pour la paroi abdominale, par exemple, pour le péritoine, la paroi latérale, pour le rétropéritoine, on peut dire que c'est la même chose. Mais si un nodule va se positionner sur un organe plein, sur le foie, sur la rate, ou même sur l'intestin grêle, peut-être que c'est le péritoine avoisinant qui doit être différent. Donc peut-être il faudrait affiner ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui se développent en fonction de l'absorption de l'oxygène? Il y a un truc qui s'appelle, il travaille à ICUBE à Strasbourg, qui travaille sur justement le fait qu'en spectrophotométrie, en fonction de l'absorption de l'oxygène, qui est différente dans le cancer, tu vois des choses. Je pense que des gens qui font la carcinose péritonale devraient s'intéresser à ça parce que tu vois vraiment des choses extraordinaires. Et c'est de la lumière sans injecter. Ce qui fait que ça intéresse, c'est que tu n'as pas le côté, il faut que tu injectes un truc comme on dit. Bravo. Il faudrait poser deux questions très cliniques. Parce que le problème de la carcinose, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc je voudrais savoir où tu en es de tes notions microscopiques, première question. Et la deuxième question, lorsqu'on fait des laparotomies répétées, le problème c'est les fausses carcinoses. Donc je voudrais savoir si tu ne pourrais pas faire quelques animaux, par exemple avec des espèces de talcum ou quelque chose comme ça. Parce que le nodule péritonéal, c'est un des vrais problèmes. Après, ça peut être un des problèmes, notamment quand il n'y en a pas beaucoup, pour se décider si on y va, notamment pour enlever une coupole ou quelque chose comme ça. Quelle est ton opinion donc, sur les fausses carcinoses qui pourraient donner des contrastes, et deuxièmement sur les microscopies? Déjà pour la première partie de votre question, notre but initial c'était ça, c'était justement d'essayer de voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Après, nous on s'est rapproché des longueurs d'onde qui pourraient permettre ça. Donc là malheureusement dans cette étude, tous les nodules étudiés étaient visibles à l'œil nu. Donc ça ne répond pas trop à cette question. Peut-être qu'il y a des études dans le futur à faire pour justement essayer ces longueurs d'onde-là sur toute la cavité péritonéale pour essayer vraiment de détecter le nodule de carcinose à un stade de tout début. Parce que le principe en fait de la machine, il va dépendre, il s'intéresse à cette néovascularisation si vous voulez. Donc il va détecter cette angiogénèse. Enfin, c'était notre but initial de voir donc des lésions qu'on ne voit pas à l'œil nu ou qu'on voit à peine à l'œil nu. Donc ça sera fait peut-être dans des études ultérieures.
Sinon, pour votre deuxième question, c'était... Les faux nodules péritonéaux. Voilà, donc les faux nodules péritonéaux, la réponse on l'aura aussi parce que manifestement, si c'est des faux nodules péritonéaux, donc il n'y aura pas de vascularisation qui sera visible par cette machine. Une dernière petite question. Ça marche mieux sous cellule qu'en lumière normale? Comment? Est-ce que Ça marche mieux sous célioscopie qu'en lumière réelle. Parce que l'avantage de la célioscopie, c'est que tu as une lumière qui est stable, enfin qu'il n'y a pas d'interaction avec le reste de l'environnement. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est mieux sous célioscopie chez l'homme que ce que tu as fait chez le rat ou la pseudo-célioscopie? J'ai essayé d'approcher au mieux la célioscopie. Ouais. Moi, j'ai considéré que c'est de la célioscopie. En fait, la célioscopie, en gros, c'est l'abdomen, c'est la boîte. Si Ouais. vous voulez. Non, mais tu penses que... Alors, je reformule la question. Est-ce que le fait d'être sous célio t'apporte des particularités en termes de lumière qui font que ça marchera mieux que par l'aparotomie? Parce qu'en laparotomie, tu es embêté parce qu'il y a de la lumière autour. Oui. Donc, Oui. qui modifie beaucoup de choses. C'est ça. Tu vois, moi, par exemple, la caméra de cyanide, on marchera probablement mieux sous célioscopie parce que tu peux éteindre la lumière, justement, ce que tu peux difficilement faire de manière aussi importante en laparotomie. Donc, comment est-ce que c'est vrai aussi dans votre technologie? Je pense aussi parce que c'est vraiment de la lumière blanche. Donc, raison de plus, si vous, avec la caméra qui est en infrarouge, Ouais, donc, c'est des lumières qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, si ça va. Enfin, c'est une raison de plus, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas de la lumière externe qui interfère, parce qu'on est vraiment dans le spectre de la lumière visible. Donc, n'importe quelle lumière qui passe va interférer avec ce qu'on voit. Tu sais qu'il y a une conférence tous les ans à Miami, c'est la 3e année cette année, sur l'utilisation de la lumière en chirurgie. Tu pourrais aller à cette conférence. Je précise aussi qu'il y aura une session d'activité au mois d'avril dédiée à ce sujet. Pas la peine de l'aimer. Merci beaucoup. Merci.